Une fatwa, c'est une réponse que formule un spécialiste face à une question posée par l'ami. Bien sûr, une question d'ordre religieux. Cette réponse repose sur deux efforts que doit fournir le spécialiste. Premier effort, c'est l'effort d'interprétation des textes. Et deuxième effort, c'est l'effort de maîtriser le contexte sur lequel donc il va appliquer cette norme qu'il a inférée à partir des textes. Donc il y a une question. Cette question, il va chercher à trouver donc la règle juridique à appliquer, et puis il va essayer de l'appliquer dans un contexte bien donné. Donc ça, c'est ce qu'on pour expliquer donc aux gens normaux comme Monsieur Tout le Monde ce que c'est une fatwa. Mais cela, bien sûr, se base sur une théorisation de cette notion qui est de dire qu'une fatwa est en fait la somme d'une loi injonction et une loi déclaratoire. La loi injonction, c'est ce qu'on appelle al-hukm al-taklifi, donc c'est ce qu'on cherche dans les textes ou dans toutes les sources. Et puis il y a la loi injonction, ce qu'on appelle al-hukm al-wad'i. Al-hukm, ça veut dire les raisons de l'application de la loi, injonction, les conditions de l'application et les éventuels empêchements de cette application. Il n'y a pas un hukm, il n'y a pas une règle juridique révélée ou prescrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'elle soit liée dans l'application à cette notion de loi déclaratoire. Donc, quand on cherche dans la loi déclaratoire, c'est ce qu'on veut dire par le fait de saisir le contexte. Parce que quand on cherche dans les raisons de l'application, si je dois donner un exemple, vous me posez la question, par exemple, si je dois m'acquitter de la zakat, de l'aumône légale, avant de vous répondre, je sais que la loi injonction concernant la zakat est l'obligation, donc le jour. Mais avant de vous répondre, je suis obligé de vous poser quelques questions pour cerner votre contexte. Alors, la première question que je dois vous adresser, c'est vous possédez combien d'argent? Vous allez me dire, je possède par exemple, on va dire une somme supérieure à ce qu'on appelle nisab, la quantité légale frappée par zakat. Donc, une fois que j'ai vérifié la raison de l'obligation, je dois vérifier la condition. Est-ce qu'il y a eu une année d'écoulée sur quand vous avez eu cet argent ou pas encore? S'il y a une année d'écoulée, ça veut dire que cet argent est un surplus chez vous. Vous n'avez pas besoin dans cette année. Et donc, c'est une condition pour que zakat soit obligatoire pour vous. Et donc, c'est pas fini. Je dois encore poser une troisième question. Est-ce que s'il y a un éventuel empêchement, il va vous poser la question, est-ce que vous avez des dettes? Vous allez me dire, par exemple, que oui, je possède 10 000 euros, mais j'ai 20 000 euros de dettes. Alors, je vais vous dire que, voilà, pour vous, la zakat n'est pas obligatoire. Donc, vous voyez très très bien que, avant de répondre directement, c'est quoi le statut de la zakat? C'est une obligation? Non, c'est une obligation. D'accord, ça c'est dans l'absolu, on va dire, mais dans la pratique, je suis obligé, avant de déclarer que c'est obligatoire, il faut que je cerne votre contexte avant de vous répondre. Donc, toute question qu'on posée dans le droit musulman doit être traitée de la sorte.
D'accord. On voit dans votre réponse que la notion de fatwa comporte pas mal de termes assez techniques et je voulais savoir justement qui est habilité à émettre une fatwa. Alors, c'est vrai, comme vous avez dit, une fatwa est une. Il y a de la complexité dans une fatwa. La complexité vient de justement de ce mariage entre loi injonction et loi déclaratoire. Donc, on n'est plus dans le simple, on est dans le complexe, dans le murakkab, comme on dit. Donc, dans la langue arabe, il y a le basit, le simple, et il y a le murakkab qui est le complexe, le fait de constituer. Donc, une fatwa, c'est une construction, en fait. Et comme c'est une construction, donc, toute chose simple, elle est facile, mais toute chose qu'on doit composer, c'est exactement comme la cuisine, si vous voulez. Pour donner un bon goût, eh bien, il faut avoir des ingrédients pour les mélanger entre eux, pour composer, pour donner quelque chose. Hein. Et donc, la fatwa, c'est pareil. Il y a une composition de certaines notions qui vont donner la bonne réponse adéquate à la situation face à laquelle on est confronté et voilà, à laquelle on est confronté. Maintenant, qui c'est qui est habilité de donner une fatwa? Bien sûr, c'est le spécialiste. Et quand je dis spécialiste, il ne suffit pas d'être un bon, je dirais un bon savant en droit musulman. On peut avoir beaucoup de connaissances dans le droit musulman, mais si on n'a pas la technique de la fatwa, même si je suis spécialiste dans le droit musulman, je ne peux pas faire de la fatwa. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les gens qui ne sont même pas du tout dans le domaine du droit musulman? Donc, comme disaient les savants, il y en a beaucoup de faqih, beaucoup de juristes qui ne sont pas habilités à faire une fatwa et qui ne sont pas habilités à faire un jugement, à devenir un juge, un qadi. Pourquoi? Parce que ce soit le jugement d'un qadi ou le fatwa d'un mufti, ça, on passe du simple au complexe. Et donc, il y a, comme le dit un grand savant qui s'appelle Laqani dans son livre, il dit que al-fatwa, c'est al-fiqh wa ziyada. C'est le fiqh et un plus. Et donc, le plus, c'est le savoir c'est cette maîtrise de cette composition, de cerner, essayer de cerner cette complexité. Il y a aussi, le mufti doit avoir un flair, doit avoir une connaissance profonde des fois de la psychologie, doit comprendre aussi la société dans laquelle il vit. Donc il faut qu'il soit un peu sociologue, on va dire. Donc il y a plein de choses à cerner avant d'être mufti. On dit toujours l'histoire d'Ibn Abbas quand il a été questionné sur est-ce que quelqu'un qui assassine quelqu'un d'autre peut faire le repentir. Ibn Abbas, devant ses disciples, quand il a été questionné sur ça, il dit non, il ne peut pas faire le repentir. Ça veut dire qu'il va être châtié par Dieu et qu'il ne peut pas faire de repentir. Une fois que le questionneur quitte l'audience, les disciples d'Ibn Abbas se retournèrent contre lui en lui disant d'habitude, tu nous disais le contraire de ce que tu as dit à cet homme. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit j'ai vu dans les yeux de cette personne le mal. C'est-à-dire qu'il a vu que c'était quelqu'un qui est venu pour chercher en fait une fatwa pour aller commettre un assassinat et donc il a adapté sa fatwa au contexte qui est devant lui, qui est le contexte de cette personne qui était enragée et qui venait chercher justement une fatwa pour aller commettre l'irréparable. Et là, Ibn Abbas, il avait ce flair, il avait ce sixième sens, on va dire, de voir dans les yeux du questionneur quelque chose donc, qui a fait que Ibn Abbas a adapté sa fatwa. Imaginez que c'était quelqu'un d'autre que Ibn Abbas, il va lui répondre la réponse classique, oui, vous avez le droit de faire le repentir après un assassinat, et après, donc qu'est-ce qu'il va y arriver? Eh bien, il va y avoir un assassinat qui va être commis. Donc vous voyez que le mufti doit avoir aussi ce sixième sens. Il y a un terme que vous avez utilisé à plusieurs reprises, c'est le terme contexte.
au début, j'ai dit la maîtrise du contexte, on voit fleurir sur les chaînes satellitaires pas mal d'émissions où des francophones, des anglophones appellent pour poser des questions. Donc, cette chaîne satellitaire, des savants qui sont à l'autre bout de la planète répondent à ces questions. Que pensez-vous de ce type d'émission? Alors pour moi, Shara'an, ce genre d'émission de fatwa, pour moi, c'est pas des fatwas sur le plan shara'i, sur le plan islamiquement parlant. Si on veut appliquer la définition de la fatwa, ne s'applique pas. Parce que tout simplement, le contexte fait partie intégrante de la fatwa, de la réponse qu'on doit donner. Et donc, quand on donne une fatwa sans connaître le contexte de quelqu'un, ça veut dire que, eh bien, c'est pas une fatwa tout simplement. Parce que c'est une fatwa qui n'est pas, elle se repose sur l'un des deux piliers. Donc, il manque un pilier, qui est le contexte. Les deux piliers, on va dire, c'est le hukm shari, qui émane du texte, et après, il y a le contexte. Donc, si la fatwa vient d'ailleurs, et souvent sur des questions d'un contexte particulier, et que celui qui fait la réponse, il ne connaît pas du tout ce contexte-là, je dis tout simplement, c'est pas une fatwa. On peut la considérer comme une réponse, mais cette réponse-là, elle est, on va dire, elle est boiteuse. Tout simplement parce que elle se repose sur un seul pied, elle ne passe pas sur les deux pieds. Donc, il y a beaucoup, dans ces émissions, il y a beaucoup de savoir à apprendre, on va dire. Si vous me posez la question, est-ce que zakat est obligatoire? Je vous dis oui, c'est obligatoire, sans chercher votre contexte. Vous avez quand même appris quelque chose, que zakat est dans l'absolu obligatoire. Mais ce n'est pas une réponse qui va être praticable, on va dire. Elle n'est pas praticable, cette réponse. Elle reste une réponse dans l'absolu. Donc, ce qu'on entend, c'est considéré comme une question scientifique dans un savoir bien donné. Donc, on entend la question, mais encore une fois, la pratique, c'est une chose. Donner une réponse, c'est autre chose. Dans notre contexte, en France, il y a un institut qui maîtrise bien ce contexte. Justement, il y a le Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Pouvez-vous nous présenter cette institution? Alors, cette institution a été créée en 1997 par l'Union des organisations islamiques d'Europe. Ils ont vu que il fallait une institution capable de statuer sur des nouvelles questions posées par un contexte européen dans lequel il y a une présence islamique qui devient de plus en plus importante. Et donc, sans cette institution qui est le Conseil européen de la fatwa, c'est-à-dire qu'il y a un grand vide. Dans tous les pays musulmans, ou presque tout en tout cas, il y a toujours une institution qui est spécialisée dans la fatwa. En Europe, il n'y en avait pas. Jusque-là, il n'y avait pas cette institution. On prenait la fatwa un peu partout. Puis, par téléphone, on appelle des savants qui sont dans les pays musulmans, ou en suivant des émissions. Donc, les méfaits de ce genre de fatwa étaient palpables partout, et il était temps de créer quelque chose, une institution qui va se spécialiser pour étudier les questions européennes. Donc, les étudier dans leur contexte. Donc, c'est pour ça que le Conseil européen de la fatwa a été créé, c'est pour répondre à cette attente. Il y avait beaucoup de questions qu'on ne pouvait pas trouver de réponse. Beaucoup de questions sans réponse depuis déjà les années 80. On commençait à être confronté à des questions où on ne trouve pas de réponse. Parce que quand on est dans un pays musulman, beaucoup de ces questions ne se posent pas.
Mais quand on est dans un pays non musulman et qu'on veut pratiquer sa religion, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Donc, ces complications, le Conseil européen de la fatwa essaye toujours de les faciliter, si vous voulez, pour que les musulmans puissent vivre leur religion et pratiquer leur religion dans une sérénité, avec facilité, et que les musulmans ne seront pas toujours confrontés à cette contradiction qui peut se trouver entre la pratique d'une religion étrangère à ce contexte et un contexte complètement différent du contexte des pays musulmans. Donc voilà. Alors, parler du Conseil européen de la fatwa, on peut en parler longtemps. Il se compose de près de 35 savants. Une partie ils sont issus de l'Europe, des pays européens. Une autre partie de certains pays musulmans, mais ils sont triés, si vous voulez, avec un critère bien défini, qui est le fait de connaître le contexte européen. C'est soit des gens qui ont déjà vécu auparavant en Europe, soit des gens qui sont amenés tout le temps à venir en Europe et ils connaissent très très bien le contexte européen. Quand il y a sur certaines questions où il faut faire appel à des experts, eh bien, on appelle des experts européens ici pour poser des questions en ce qui concerne la sociologie, s'il y a un problème sociologique ou un problème psychologique ou un problème économique ou un problème politique. Voilà. Donc, le Conseil européen fonctionne de cette façon-là. Je sais que également ici à l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon, vous avez des permanences pour la fatwa. Pouvez-vous les rappeler? Alors, il y a au niveau de l'UIF, il y a ce qu'on appelle Dar al-Fatwa. Dar al-Fatwa qui assure donc une permanence pour répondre aux questions des musulmans de France. Donc, nous-mêmes ici à l'Institut, on a une permanence tous les mardis de 9h à 11h qui va être, Inch'Allah, élargie l'année prochaine donc à une séance par jour, 2 heures par jour, presque sur 4 jours sur 7. Donc lundi, mardi, mercredi et jeudi, Inch'Allah. Et puis il y a aussi d'autres permanences à l'Institut à Paris, à l'UEF même, donc il y a pas mal de questions. On voit vraiment que le domaine de la fatwa est un domaine indispensable. Il suffit de voir quand on a le mardi de 9h à 11h, le nombre d'appels qu'on reçoit, pour divers problèmes, des questions qui touchent à la famille, qui touchent au mariage, qui touchent au divorce, qui touchent à l'économie, qui touchent à plein d'autres choses, le halal et le haram, sur les aliments, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit pas manger, sur la finance islamique, sur l'investissement, sur le commerce, donc comme il y a donc le droit musulman prévoit un règlement bien défini pour que le musulman reste toujours dans le licite, eh bien c'est un bon signe que les musulmans s'inquiètent donc de leur pratique et ils veulent toujours être dans la légalité vis-à-vis de la législation musulmane.